Les problématiques freinent les efforts du gouvernement de l'État, compte rendu par Biram Bigenjaï. C'est un matin de présentation de lettres de créance qui s'ouvre par la Thaïlande et son nouvel ambassadeur qui franchit ici le seuil du palais présidentiel avec tous les honneurs. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Thaïlande. Les honneurs sont rendus à Aaron Jivasa Kapimas, diplômé de l'École internationale des arts à l'Université Old Dominion des États-Unis, avec à la clé un master. Ancien consul général de Thaïlande à Hong Kong, il a débuté sa carrière au ministère thaïlandais des Affaires étrangères en qualité de secrétaire permanent au bureau des passeports avant de gravir les échelons, dont la diplomatie, avec notamment des postes de premier secrétaire au département des affaires consulaires, consul général à Francfort en Allemagne et ministre conseiller de l'ambassade de Thaïlande à La Haye aux Pays-Bas. À sa suite, c'est le nouvel ambassadeur du Japon qui fait son arrivée au Palais de la République. Shigeru Omori est diplômé en sciences juridiques de l'université Ototsubashi du Japon. C'est en 1984 qu'il intègre le ministère japonais des Affaires étrangères. Il occupe d'abord le poste de premier secrétaire au Koweït. Ensuite, il devient chef du protocole avant d'être nommé ministre à l'ambassade du Japon au Laos. Son dernier poste, il l'a occupé au bureau régional de l'immigration du ministère japonais de la Justice. Voici le dernier ambassadeur à présenter ses lettres de créance au chef de l'État, Ramadan Gashi du Kosovo. Il est titulaire d'une licence en sciences du travail, ergologie et ressources humaines à l'Université libre de Bruxelles. Il est également licencié en économie agraire à l'Université de Kames, Tirana. De 1974 à 1999, Ramadan Gashi a travaillé au Comité national de la résistance des Albanais du Kosovo. En 2000, il est devenu secrétaire général du Centre d'information de la République du Kosovo pour le Benelux et l'Union européenne. Avant sa nomination en tant que cadre supérieur pour les médias auprès du ministère des Affaires étrangères du Kosovo, où il a aussi exercé la fonction de directeur du département des relations bilatérales. C'est à partir de là qu'il a été accrédité à Dakar en qualité d'ambassadeur du Kosovo. Nous parlons toujours coopération internationale avec l'audience accordée par le président Macky Sall à Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères en tournée africaine. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Ça nous a permis de renforcer encore la clarté de nos positions, la convergence de nos orientations. Je vais dire, quels que soient les sujets que nous avons pu évoquer. Nous avons d'abord une longue histoire de coopération, d'action en commun. Nous sommes des pays attachés aux valeurs de la démocratie, que nous entendons respecter. Et puis nous avons des défis communs, le principal étant le défi sécuritaire. Et nos actions, nos convergences pour lutter contre le terrorisme sont totales. Nous avons pu même encore envisager les moyens de les renforcer. Et puis par ailleurs, dans les relations bilatérales, j'ai pu constater, par des visites que j'ai pu faire aujourd'hui, l'ampleur de cette relation et surtout le fait qu'elle s'oriente dans une modernité très grande. Quand on voit ce que va être le projet du TER au départ de Dakar, quand on voit la modernisation de l'Institut Pasteur, quand on voit les accords passés avec Total, on est vraiment totalement dans le XXIe siècle ici à Dakar qui se prépare. Et puis dans le même temps, il y a des actions de coopération très
plus modeste, plus concrète, plus immédiate, menée dans le programme PSD par la diaspora sénégalaise qui, par des actions spécifiques, peut permettre du développement au plus près de la réalité. J'ai pu le constater aussi ce matin. Enfin, nous avons la même appréciation des crises régionales, que ce soit la situation au Mali, que ce soit notre point de vue à l'égard de la Gambie ou de la Guinée-Bissau, et la convergence des points de vue a pu se réaffirmer. Donc c'est une visite qui approfondit encore l'excellence des relations qu'il y a aujourd'hui entre la France et le Sénégal. Jean-Yves Le Drian, reçu par le président Macky Sall. C'était hier soir. Ce vendredi, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a visité la maison du Terre, le train express régional qui doit relier Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, un projet apprécié par le ministre français. Il était en compagnie du directeur général de l'APEX. Le projet Terre est le fruit de la coopération entre le Sénégal et la France. Awa Ndiaye. Sicap Rue 10 chez le défunt marabout Serigne Alioune Mbacké Gaïndé Fatma. Au-delà de la famille éplorée, c'est toute la communauté musulmane qui reçoit le président de la République. Signe d'un Sénégal uni dans sa diversité. En présentant les condoléances de la nation, le chef de l'État a magnifié cette grande qualité de notre nation. Dans la foulée, le président Macky Sall a fait un témoignage sur l'homme. Serigne Alioune Mbacké Gaïndé Fatma était un homme bon, qui tenait beaucoup aux relations humaines, notamment le chef de l'État l'a dit de vive voix. Au nom de la famille, Serigne Issa Mbacké Ibn Serigne Bassirou a remercié le président de la République pour ce déplacement qui est un geste de haute portée pour la communauté mouride. Il sera appuyé par Serigne Pape Malick Sy qui fera le même témoignage sur l'homme mais aussi les relations qu'il entretenait avec le président Macky Sall. Avec Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké, Khalif de Darou Khoudoss, toute l'assistance a prié pour qu'Allah accueille Serigne Alioune Mbacké au paradis. Le président de la République s'est rendu ensuite au domicile de Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre de l'Intérieur, qui a récemment perdu sa mère, est ici avec toute la famille. Ensemble, ils ont reçu les condoléances du chef de l'État. Devant l'assistance, le président Macky Sall a fait un témoignage sur le long compagnonnage qu'il a avec le ministre de l'Intérieur, qu'il considère comme son frère. C'est pourquoi il y a une grande confiance qui lie les deux hommes et qui justifie les charges qu'il lui a confiées dans le gouvernement. Oumar Diallo, le frère du ministre de l'Intérieur, a transmis les remerciements de toute la famille au président Macky Sall pour cette marque de considération. Remerciements d'autant plus justifiés que le président de la République a pris en charge tous les frais liés à la maladie de la défunte. C'est pourquoi la famille lui a exprimé toute sa reconnaissance. Elle sera complétée par Askia Touré qui a fait un témoignage éloquent sur l'assistance que le président Sall a apportée à la défunte, mais aussi ses grandes qualités d'homme d'État. Avant de formuler des prières, Chérif Mohamed Abdoulaye Aïdara a également exprimé sa gratitude au chef de l'État. Sous sa direction, l'assistance a prié pour le repos de l'âme de Madame Ngoura Diallo. C'était plutôt les condoléances du chef de l'État, la famille de Serigne Alioune Mbacké Gaïndé Fatma, rappelé à Dieu, et au ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a perdu sa mère. C'était il y a quelques jours. Je vous parlais donc de cette visite du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères à la maison du Terre. Jean-Yves Le Drian a été accompagné du directeur général de l'APEX. Le projet Terre est le fruit de la coopération entre le Sénégal et la France, et ce projet donc doit relier Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. La ligne de transport sera ouverte en janvier 2019 à Banyaï. La maison TER est située sur le parvis de l'ancienne gare de Dakar.
l'agence de promotion des investissements APIX, chargée de la mise en œuvre du projet du train express régional, ainsi que ses partenaires, ont visité cet espace. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a constaté de visu cet outil pédagogique de communication pour les populations. C'est un projet considérable pour le Sénégal, considérable pour Dakar. Je savais que ce projet existait, mais je n'avais pas mesuré l'ampleur. Je suis assez fier des entreprises françaises parce qu'elles ont gagné les appels d'offres. Et je suis surtout très, très heureux de constater l'extrême synergie qui existe entre les équipes sénégalaises et les équipes françaises pour être dans les temps, pour aboutir au 14 janvier 2019 à l'ouverture de cette ligne qui sera exploitée en plus en partenariat avec la SNCF, ce qui est aussi une fierté pour moi. Le train express régional, une révolution dans le secteur des transports. En effet, avec l'arrivée du TER, il sera possible de rallier Dakar vers la banlieue en moins de 20 minutes. Cette visite a un caractère particulier qui aussi dénote une revue d'étape du ministre français sur l'état d'avancement du projet, parce que majoritairement, les titulaires de ce marché, c'est la technologie française, son expertise, mais aussi c'est l'appui et l'accompagnement financier de l'État français pour réaliser le projet du président Macky Sall. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, mais aussi ça motive et encourage aussi bien les équipes embarquées dans le projet d'avancer en respect des délais très serrés pour livrer ce chantier le lundi 14 janvier 2019. Le TER sera construit en collaboration avec des sociétés françaises et sénégalaises. Le TER va desservir en 45 minutes 14 arrêts sur une distance de 57 km. 115 000 passagers vont voyager à bord. La troisième session ordinaire du Conseil national de la statistique s'est tenue ce matin à Dakar, un rendez-vous annuel qui vise à assurer le suivi des réformes initiées dans le secteur. Il s'agit aussi d'aller vers la rationalisation du système statistique national. L'objectif est d'accompagner les décideurs publics et privés dans la conduite des politiques de développement. La méthode. La deuxième phase de réforme du système statistique national suit une logique d'efficacité. L'utilisation de la statistique comme instrument d'orientation pratique des politiques de développement est aujourd'hui un fait réel. Pour preuve, le ministre de l'Élevage et des Productions animales en demande fortement dans son secteur d'activité. La meilleure façon pour aider aujourd'hui l'élevage à prendre les bonnes décisions, c'est de faire le recensement général de l'élevage. Si on ne le fait pas, on laisse en rade un secteur qui est extrêmement important pour notre compétitivité. Le cadre de ce plaidoyer se trouve être la troisième session du Conseil national de la statistique, une initiative gouvernementale visant à améliorer le système dans une architecture institutionnelle déjà mise en place. Il s'agit d'abord de l'alignement de notre loi statistique sur les principes fondamentaux de la statistique publique, repris dans la Charte africaine de la statistique. Je voudrais également mentionner comme acquis tangible l'élaboration de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique, dont la deuxième phase en cours d'exécution est opérationnalisée à travers un programme national d'activité du système statistique national. L'Agence nationale de la statistique est chargée d'assurer la coordination des 119 structures de production de données, une rationalisation à mettre à l'actif des acquis du CNS. Ce que nous voulons, c'est délester ces ministères sectoriels de la lourdeur de la production statistique et de leur fournir de toutes les données dont ils ont besoin pour qu'ils soient à même de faire les analyses, de faire les politiques sectorielles et très fines pour que les ministres prennent les décisions les plus efficaces. La production statistique, quand la production statistique prend 80% du temps
à des experts qui sont dans les ministères sectoriels, il ne leur reste que 20% pour faire de l'analyse. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'analyse. Et ça veut dire que les ministres ne prennent pas les meilleures décisions. Cette réunion du Conseil national de la statistique a débouché sur quelques recommandations. Elles sont entre autres la diffusion par l'ANSD des données statistiques produites par l'ensemble des autres structures, la ratification de la Charte africaine de la statistique avant fin 2017. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens a organisé ce matin une cérémonie de signature d'octroi des premiers financements du crédit hôtelier touristique en partenariat avec la BNDE. Les acteurs du secteur ont désormais la possibilité de bénéficier d'un prêt pouvant aller jusqu'à 100 millions de francs CFA. Damsila. La relance du secteur touristique est l'un des objectifs majeurs de l'État du Sénégal. Pour atteindre le but, le gouvernement a décidé d'appuyer financièrement les acteurs du secteur. C'est dans cette optique que le ministère du Tourisme et des Transports aériens, en partenariat avec la BNDE, a organisé cette cérémonie de signature de convention des premiers financements du crédit hôtelier touristique. Le crédit hôtelier et touristique, combiné au projet phare du PSE portant sur le microtourisme et sur les zones touristiques intégrées, a pour objectif de mieux valoriser le potentiel des localités du Sénégal à travers le relèvement du niveau de qualité des services et la mise en place de nouveaux produits adaptés aux nouvelles réalités économiques. Ce qui nous permettra à terme de renforcer Dakar comme ville de tourisme d'affaires, soutenue par le développement du City Trip autour de nouveaux circuits thématiques, de soutenir la requalification de l'offre touristique à Saly et sur la Petite Côte, de développer l'offre de services dans l'écotourisme au delta du Saloum et dans le Sénégal oriental, d'appuyer la relance des activités économiques et touristiques en Casamance à travers la redynamisation des réceptifs de la station de Cap Skirring et des autres localités, ainsi que le soutien aux nouvelles initiatives. Le secteur touristique occupe une part importante dans le plan Sénégal émergent. Pour sa relance, l'État s'engage à accorder aux acteurs des financements allant jusqu'à 100 millions de francs CFA. Cette première phase de l'opération a concerné 14 entreprises rigoureusement sélectionnées pour un montant de plus de 1 milliard avec des conditions de taux jamais vues sur la place. Les efforts consentis par le gouvernement dans le secteur touristique est visible à plusieurs niveaux. Les acteurs l'ont vivement ressenti et s'en félicitent. Ne minimisons pas, encore une fois, la volonté, vous savez, l'engagement et la détermination du ministre à réaliser ce vœu du chef de l'État. Parce que vous savez, souvent le chef de l'État, il y arrivait de prendre des engagements. Mais, je veux dire, l'engagement personnel du ministre de tutelle est important. Et je crois que c'était pour Mme Maïmouna Ndoye Seck un challenge, un défi à relever, et elle l'a relevé. C'est pour ça que vraiment nous tenons à la saluer profondément pour ce qu'elle a fait pour notre secteur d'activité. Certains bénéficiaires des premiers financements du crédit hôtelier touristique ont reçu leur chèque à la fin de la cérémonie. La durée de remboursement des financements est étalée sur 5 ans, avec un taux fixé à 3,5%. Le ministre de l'Enseignement supérieur visite les chantiers de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mary Teuw Niane était venu voir l'évolution des travaux. Tout se déroule normalement, a-t-il constaté. Et d'ici à la prochaine rentrée, les infrastructures seront disponibles. Le ministre qui s'est également prononcé sur le budget des universités en hausse depuis quelques années. C'est un reportage signé Kaltom Gay. Le suivi des chantiers, il en fait son affaire. À l'espace de 2 mois, le ministre de l'Enseignement supérieur effectue sa 2e visite à Ziguinchor. Les laboratoires de physique-chimie, l'amphithéâtre de 500 places, le restaurant, les blocs pédagogiques en passant par la cité des enseignants jusqu'à l'espace numérique ouvert, aucun chantier n'a été laissé en rade. À l'issue de cette visite, Mary Teuw Niane n'a pas manqué de donner son satisfecit. La dernière fois, j'avais visité le bloc pédagogique. Aujourd'hui, il a beaucoup progressé. J'avais visité l'extension de l'université Assane Seck de Ziguinchor, pour laquelle j'avais constaté un gros retard, un retard inadmissible. Entre-temps, évidemment, le chantier s'est remobilisé. J'ai constaté un chantier mobilisé. Il y a beaucoup de bonnes perspectives. L'entreprise a pris des engagements. Évidemment, comme je le leur ai dit,
ces engagements seront vérifiés dans la durée, puisque si Dieu le veut, je serai là au mois d'août et je vérifierai si les engagements sont tenus. Mais le rythme auquel ils vont, il suffit qu'ils accélèrent encore un tout petit peu et je pense qu'on aura le chantier avant la fin de l'année. Une assurance que donne le ministre. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, les bâtiments soit sortent de terre, soit sont en cours de finition. Partout, c'est des chantiers. Ce temple de connaissances s'agrandit. Et pour accompagner cette évolution, le déséquilibre noté dans le budget est en train d'être rectifié. Les 2 dernières années, des efforts importants ont été faits. Si nous prenons une université comme Cheikh Anta Diop, c'est plus d'une dizaine de milliards qui ont été ajoutés à son budget de fonctionnement. L'université Assane Seck aussi a vu son budget augmenter. Cette année, 2017, c'est plus de 500 millions qui ont été rajoutés à son budget. Les autres universités ont eu des augmentations similaires, de même que les œuvres sociales. Et cet équilibrage va se poursuivre en 2018, 2019, et nous espérons qu'au plus tard en 2020, le budget de chaque université sera équilibré. Une éducation de qualité passe par l'existence d'infrastructures d'accueil adéquates. À Ziguinchor, les travaux évoluent. Et rendez-vous est donc donné par le ministre au mois d'août pour la finalisation. La célébration de la journée de l'enfant à Ziguinchor, le comité départemental de protection de l'enfance a mis l'accent sur la déclaration des enfants à l'état civil et à la lutte contre les violences faites aux enfants. 2 problématiques qui plombent les efforts faits par le gouvernement pour l'éducation des enfants. Ainsi, les différents acteurs sont-ils appelés à se joindre au combat. Salut Sec. C'est le village SOS de Ziguinchor qui a abrité la cérémonie de commémoration de la journée de l'enfant africain. Pour l'occasion, une forte mobilisation des enfants est notée. Des enfants qui ont joué des sketchs pour faire un plaidoyer pour le respect de leurs droits. Monsieur le préfet, les enfants du département souhaitent que le droit soit respecté. Pour ce faire, les parents doivent enregistrer dès la naissance leurs enfants. Car le premier droit d'un enfant est de disposer d'un acte d'état civil. Nous demandons également que soit mis fin à toutes les formes de violence faites aux enfants. La déclaration des enfants à l'état civil, les violences faites aux enfants, 2 thématiques centrales de cette présente édition. Ces 2 problématiques constituent un obstacle à une bonne éducation des enfants dans la capitale du Sud. Pour éradiquer ce fléau, le chef de l'exécutif départemental invite les différents acteurs et les parents à se joindre au combat. Chacun de nous doit être conscient de la responsabilité qui est la sienne de déclarer l'enfant dont il a appris la naissance. Chacun de nous donc doit être conscient de cette responsabilité. Les violences sexuelles, cela constitue également une autre problématique. C'est des actes que nous devons tous condamner. C'est des actes que nous devons tous combattre. Nous devons donc tous, par conséquent, constituer des remparts contre ces violences, contre ces abus sexuels dont les enfants sont victimes. D'autres messages ont été véhiculés lors de cette manifestation pour rappeler les droits des enfants. Outre ces messages, cette célébration a été riche en démonstrations. Les enfants ont tenu en haleine le public qui était venu très nombreux. La journée de l'enfant nous donne l'occasion de nous intéresser à l'état civil dans la région de Fatick. Sachez que 14 candidats sur 4790 risquent de ne pas passer les épreuves faute d'extrait de naissance. Une information qui a été donnée donc par l'IEF de Diofior. L'inspection de l'éducation et de la formation est à pied d'œuvre pour permettre à ses élèves de participer à l'examen. Une question déjà réglée à Tataguine. Les candidats au certificat de fin d'études élémentaires sont prêts sur le plan administratif et c'est grâce au concours de toute une communauté. Anne-Marie Gomis. Tataguine, région de Fatick, à 112 km de Dakar. La localité compte 2 écoles élémentaires publiques. La plus grande, l'école El Hadji Ibrahima Sarr, avec un effectif de 612 élèves répartis dans 12 classes, dont 2 classes de CM2. À notre arrivée, les élèves sont en plein dans les révisions pour le CFE. La préparation se passe bien.
on travaille sur les mathématiques et les français, surtout les leçons. Nous sommes en train de préparer le CFE, de parfaire les préparations. J'ai un effectif de 36 élèves, dont 24 filles et 12 garçons. Ici, 68 candidats se préparent pour le premier diplôme scolaire. Tous les dossiers sont au complet, rassure l'administration. Au moment où je vous parle, j'ai 68 candidats à l'examen du CFE et de l'entrée en 6e. Tous les élèves ont pu obtenir leurs extraits de naissance qui ont été déposés à temps à l'IEF de Diofior. Idem à Tataguine 2 ou École Verte. Tout est au point côté administration. Les 34 élèves en classe d'examen ont les pièces requises pour passer les épreuves. Chez nous, vraiment, on n'a pas un problème d'élèves qui n'ont pas d'extrait de naissance. L'ensemble des élèves donc, ont déposé le dossier de candidature et ils feront l'examen. De bons résultats obtenus de part et d'autre grâce au concours des parents, enseignants, organisations communautaires et ONG. En 2012-2013, Vision Mondiale a initié des audiences foraines. On s'est retrouvé avec près de 2000 élèves qui n'avaient pas d'extrait. On a pu trouver 543 élèves. On a pu leur trouver des extraits. On a donné à chaque chef de village un cahier qui servait de registre de naissance. On fait du porte-à-porte pour recenser tous les enfants qui n'ont pas de papier de naissance. On le fait avant chaque rentrée des classes et avant chaque examen. En l'espace de 2 ans, 5 audiences foraines ont été organisées pour régulariser plusieurs cas. Les élèves constituent le gros lot. Il y a les élèves et les adultes en même temps. Donc, mais d'habitude, nous avons plus d'élèves que d'adultes. En 2016, nous avons eu 2 audiences foraines. En 2017, c'est 3 audiences foraines. La première audience, donc, nous avions eu 1332 cas. Pour la deuxième, 164. La troisième, c'est 346 à peu près. À la mairie comme à l'école, les résultats sont encourageants. Et qu'en est-il des autres établissements élémentaires de la localité? Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus à l'inspection de l'éducation et de la formation à Diofior. Selon le chargé des examens et concours de l'IEF, sur les 4970 candidats déclarés, 14 risquent de ne pas passer l'examen faute d'extrait de naissance. Au CM2, on attendait 4970 candidats. Jusqu'en avril, nous avons reçu 4200 dossiers, donc 770 qui n'avaient pas d'extrait jusqu'en avril. L'État a pris la chose en main. Il a organisé des audiences foraines dans les différentes communes. En juin, on se retrouve avec 4956 candidats, donc 14 seulement sans extrait. Ces 14 risquent de ne pas passer l'examen. Mais tout n'est pas perdu. Jusqu'au jour de l'examen, la DEXCO aussi nous permet de prendre des élèves jusqu'au jour de l'examen, comme l'année passée. Le dossier des enfants non déclarés à la naissance a bien connu une évolution dans ces localités du Sine, jadis rétives à l'état civil. Il leur a fallu l'implication de tous, parents, administration, ONG, ce qui fait que de 1040 cas avant avril 2017, l'on est passé à 14. Ici, la déclaration à la naissance est bien plus qu'un droit, est un devoir. La question de l'état civil, un problème pour beaucoup d'enfants, mais eux n'en ont pas. Awa Marifal et Awa Marietou Shelby Bitey, l'une a écrit sur la condition de la femme, l'autre sur la délinquance juvénile. Voici 2 enfants qui ont très tôt intégré le cercle restreint des écrivains. Les 2 élèves ont un seul objectif, être parmi les meilleurs de leur génération. Cependant, la condition des enfants est à améliorer pour leur assurer un meilleur cadre de vie. Jeanne Dior. Elles font face à leur destin à l'image des femmes du monde. Âgées toutes de 17 ans, elles partagent le même prénom. Je m'appelle Awa Marifal, j'ai 17 ans. Je m'appelle Awa Marietou Shelby Bitey et je suis l'auteur de Face à mon destin. Et la même passion, la lecture. Déjà que j'adore lire, je suis passionnée par ça. Et aussi, on avait une grande bibliothèque aussi remplie de livres. J'avais la curiosité de savoir ce que ces livres renfermaient. À la fleur de l'âge, déjà, elles intègrent le très restreint cercle des écrivains. En fait, je l'ai écrit en 3 mois à peine, c'était pendant les grandes vacances.
J'ai commencé petit à petit, ensuite avec l'encadrement de mon professeur, j'ai continué et j'ai pu terminer le livre pendant l'année de 5e. Donc j'aimais bien écrire des petites histoires dans les cahiers ou bien des petits poèmes et tout d'un coup j'ai commencé à écrire un livre et voilà, c'est parti comme ça. Et c'est parti avec Awa Marie Fall, l'aînée d'1 mois, de son espace de détente d'où elle puise son inspiration. Elle est plongée dans une profonde réflexion, autre que celle qui l'a conduite à coucher 141 pages dans un livre. L'auteur de À l'image des femmes a écrit ce roman à l'âge de 15 ans. C'est une jeune fille qui a dû quitter sa maison à cause de tensions chez elle. Et à travers son histoire, on verra qu'elle va rencontrer de nombreuses épreuves, de nombreuses difficultés. Mais grâce à sa volonté, elle va s'en sortir. Élève en classe de première à l'institution Notre-Dame, ce taureau n'a pas attendu l'âge de sa majorité pour s'exprimer sur les réalités de la société. Une femme mariée, endurée des choses vraiment atroces, mais toujours restée par rapport à la famille, aux enfants et tout ça. C'est pour ça qu'on a ce cliché-là de la femme. Impatiente certes, mais toujours souriante, l'écrivaine en herbe a vu le jour dès les premiers mois de l'année 2000. Cadette d'une fratrie de 3 enfants. À 17 ans, elle soutient bien que l'âge ne détermine pas la maturité. Ce qui m'a plus, je peux dire, un peu contrariée, c'est que les gens ils se disent que comme, voilà, elle n'a pas encore 18 ans, elle a écrit un livre de gamine, ou bien elle a raconté une histoire. Non, je me dis que l'âge, il ne définit pas la maturité. Lorsque 2 auteurs ont le même prénom, la seconde répond au nom de bébé Awa, comme l'appelle affectueusement sa mère. Awa Marie Shelby a titillé la plume à l'âge de 11 ans. J'étais en classe de 6e et mon professeur de français de l'époque nous avait donné un devoir à rendre à la rentrée. C'était d'écrire ce livre en fait. Ça devait être un manuscrit de 60 à 65 pages sur un thème donné. Il y avait 3 thèmes, la délinquance juvénile, la mendicité et la polygamie. Élève en classe de terminale à l'école bilingue SAPS, ce concert aborde la question de la délinquance juvénile avec beaucoup d'inquiétude. La question de leur père les préoccupe. Awa Marietou souhaiterait que les enfants bénéficient d'un meilleur encadrement pour un bel avenir. Aujourd'hui, les parents sont plus focalisés sur voilà, la nécessité de pouvoir subvenir à leurs besoins plutôt que le bien-être ou l'épanouissement de leurs enfants. Ce qui pousse les enfants d'ailleurs à errer sûrement dans la rue. Selon Awa Marie Fall, le livre n'est plus un jouet pour enfants, ce qui, selon elle, constitue un recul pour la société. Les enfants lisent de moins en moins. Que ce soit garçon comme fille, les enfants lisent de moins en moins. Et c'est vraiment malheureux parce que tout ce qu'on connaît, on l'a grâce aux livres, grâce aux expériences. La journée de l'enfant africain ne perdra pas de vue ces filles qui ont dès le bas âge compris la nécessité de se battre pour leur société. Ambitieuses, elles le sont. L'une souhaite être chirurgienne ou humanitaire des Nations Unies. Mademoiselle Fall, elle, hésite entre plusieurs domaines. Les portraits de Awa Marie Fall et Awa Marietou Shelby Biteye, 2 adolescentes et déjà auteurs de livres. Nous avons présenté donc ces portraits dans le cadre de la journée de l'enfant. Les questions d'eau seront réglées avant le prochain Dakar de Médina Gounass. L'assurance du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a procédé à la pose de la première pierre d'un forage et d'un système de bouche d'incendie sur le site. L'ouvrage d'une valeur de 200 millions de francs CFA est acquis grâce à la Sénégalaise des eaux, Aminata Mbengfal. Les problèmes d'eau souvent rencontrés par les pèlerins lors du Dakar de Médina Gounass seront bientôt un mauvais souvenir. Un forage va bientôt voir le jour sur le site. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, accompagné d'une forte délégation, a procédé à la pose de la première pierre. Lors du dernier Dakar, il y avait un sinistre qui avait non seulement occasionné donc des victimes, mais aussi donc endommagé un petit peu les ouvrages qui étaient en cours de réalisation, notamment un forage. Aujourd'hui, ce forage est substitué par celui fourni par la SDE. Et ce forage va venir en appoint effectivement avec d'autres ouvrages qui sont présents, un forage existant et un 3e forage que nous allons réaliser. Et les 3 forages combinés effectivement vont nous permettre de régler les questions d'eau au niveau du Dakar. Si on glisse à peu près donc, au niveau de la localité de Médina Gounass même, présentement il y a un système d'adduction d'eau qui est terminé, constitué d'un forage
et d'un château d'eau. Il y a uniquement le réseau qui reste à être réalisé. Nous allons procéder donc à la réalisation de ce réseau de distribution d'eau. Et la semaine prochaine aussi, nous allons procéder au lancement donc de marché d'appel d'offres pour donc la réalisation effectivement d'une unité de potabilisation. Tout ce système-là, c'est pour renforcer davantage donc la production au niveau donc de Médina Gounass et au niveau du Dakar. L'ouvrage, constitué d'un forage et d'un système de bouche d'incendie d'une valeur de 200 millions de francs CFA, est acquis grâce à la Sénégalaise des eaux. Il est donc de notre responsabilité, nous Sénégalaises des eaux, en tant que société citoyenne, de contribuer au fait qu'un tel événement ne se reproduise plus. C'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait assez d'eau. Monsieur le ministre, après l'instruction du Monsieur le Président de la République, a lancé un bon programme de réalisation. Donc nous offrons, nous, Sénégalaises des eaux, notre savoir-faire, c'est la réalisation de forages, la pose de canalisation et la mise en place de bouches d'incendie. C'est un acte patriotique, c'est de notre responsabilité. Cette action de la SDE entre dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. L'ouvrage qui sera livré dans 3 mois va permettre une bonne couverture en eau de Médina Gounass. Chez la population, c'est surtout la satisfaction. Nous ne pouvons que magnifier ces gestes. Nous ne sommes pas surpris venant du président de la République et venant des autorités du pays. On est parti de loin. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'il y a quelques années, on quittait ici pour aller à Gourumbo, à 40 km pour chercher de l'eau. Maintenant que nous avons un forage, nous avons tout. Et avec ce forage-ci, je crois que ces problèmes-là seront derrière nous, les problèmes d'eau seront derrière nous. Nous pensons que quand l'État confie une grande partie donc, de sa concession de services publics à des entreprises, elles doivent aussi, à côté bien sûr de leur travail de tous les jours de privé, prendre en considération cette responsabilité sociétale d'entreprise. Et nous voulons que l'ensemble des sociétés concessionnaires puissent aller dans le sens donc, de ce qu'est en train de faire la SDE. Pour ce qui est de l'assainissement, dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, il est également prévu la construction de 12 édicules publics à Médina Gounass. Auparavant, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et sa délégation se sont rendus chez le calife de Médina Gounass. Thierno Ahmed Tidiane Ba a formulé des prières pour la réussite du projet. Le broyeur fourrager et les chèvres rousses de Maradi, des techniques d'élevage adoptées par les producteurs sénégalais. Ces technologies adoptées ont été introduites par le programme pour la productivité agricole en Afrique de l'Ouest à l'occasion de la mission conjointe avec la Banque mondiale. Les producteurs sont revenus sur l'utilité de ces technologies. Hamidou Diop. Le transfert de technologie dans le cadre du WAP-PPAO est devenu une réalité. Adja Seynabou Gueye a bénéficié de 2 chèvres rousses de Maradi introduites au Sénégal par le FNDAPS. À Bayar, cette famille a acheté aussi un broyeur fourrager importé du Niger. Ces acquisitions leur permettent de développer les activités de la ferme. J'ai entendu à travers les médias que ces chèvres étaient disponibles. J'ai tout fait pour en disposer. Dans cette zone, l'herbe se raréfie. Alors, cette machine nous permet de broyer les tiges. Par exemple, les tiges les broyer. Processus qui permet de pérenniser et de diffuser à l'intérieur de l'association, c'est de procéder par des sessions au niveau des acteurs, au niveau des commanditaires, des sessions quand même au niveau des bénéficiaires à travers les mises bas qui vont se faire au fur et à mesure qu'on avance. Le broyeur fourrager venu du Niger a complètement changé de visage aujourd'hui. Il est amélioré par un artisan sénégalais du nom de Ndiagba, un artisan du Kabendou. La puissance du moteur, la traction sont revues et d'autres accessoires sont installés. Concernant la trémie d'approvisionnement, les machines nigériennes sont équipées de 2 trémies pour pouvoir avoir les 2 options qu'il faut pour broyer les tiges et les autres produits. Bon, moi, mon broyeur, au lieu de 2 trémies, je l'ai équipé d'une seule trémie, mais qui est équipé d'un mécanisme qui permet d'avoir les 2 options. Devant la délégation de la Banque mondiale, les acteurs ont affirmé l'utilité de ces technologies. Nous, en région de Casamance, surtout particulièrement la région de Kolda, on a beaucoup de l'herbe. Mais à partir du mois de janvier, février, tout ça, c'est être féminin, tout est brûlé. Mais ce n'est pas normal. On a constaté avec beaucoup de joie la réussite dans le transfert donc, régional des chèvres rousses de Maradi qui sont aujourd'hui disséminées au Sénégal. Nous avons vu des bénéficiaires qui ont investi leurs propres ressources pour pouvoir acquérir ce matériel.